Ne saute pas, dit un PDG en difficulté, tirant la jeune femme enceinte du toit où elle se trouvait. La pluie tombait drue, implacable, trempant chaque centimètre de la ville qui scintillait en contrebas comme un rêve trop lointain. Les enseignes au néon clignotaient à travers l'averse, projetant des reflets fugaces sur la façade de verre de la tour Moreau, un monument au pouvoir, à la richesse et à l'héritage. Mais rien de tout cela n'importait à la jeune femme debout au bord de son toit. Elle était trempée, ses longs cheveux blonds collés à son visage et à ses épaules, sa robe blanche flottant comme un fantôme dans la tempête. Ses mains reposaient doucement sur son ventre arrondi, le tissu plaqué contre sa peau par le vent. Ses lèvres tremblaient, mais que ce soit à cause du froid ou de la peur, elle ne le savait même plus. Des larmes se mêlaient aux gouttes de pluie alors qu'elle regardait en bas. De cette hauteur, tout semblait si petit, si distant, si insignifiant. « J'étais censée être quelqu'un, murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais j'ai tout gâché. » Le vent hurla en guise de réponse. Quelque part en bas, une voiture klaxonna. Un rire résonna contre les bâtiments, déconnecté de sa douleur. Elle ferma les yeux. Puis soudain, ne saute pas. La voix était stable, profonde, non pas autoritaire, mais pleine de poids, comme celle de quelqu'un qui avait parlé au bord des ténèbres et en était revenu. Emma sursauta et se retourna, surprise. Un homme se tenait à quelques mètres de là, immobile, ses yeux rivés sur les siens. Il était trempé lui aussi, son manteau sombre lourd de pluie, ses chaussures glissant légèrement sur la surface lisse. Mais il se tenait fermement, comme si la tempête ne pouvait pas l'atteindre. « Je ne vous connais pas, balbutia Emma, reculant d'un pas chancelant, son talon vacillant dangereusement sur le rebord. « Je n'ai pas besoin de vous connaître, dit l'homme calmement. Mais je connais ce regard. Je l'ai déjà porté. » Sa voix était basse et rauque, mais pas dure. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'épuisé, oui, mais aussi quelque chose de stable. Stable d'une manière qu'elle n'avait ressentie de la part de personne depuis très longtemps. « S'il vous plaît, dit-il, tendant une main lentement. Descendez. » Pourquoi, lança-t-elle. Pourquoi vous en souciez-vous? Personne d'autre ne s'en soucie. Je m'en soucie parce que je me suis tenu exactement là où vous êtes. Peut-être pas ici, pas sur ce bâtiment, mais exactement là, dans le même genre de douleur. Sa voix se brisa légèrement, mais il ne détourna pas le regard. Je pensais aussi que le monde en avait fini avec moi. Emma secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas seulement triste. Je ne passe pas seulement une mauvaise journée. J'ai tout perdu. Tout le monde, ma famille, mon avenir, ils pensent tous que je suis une honte. Alors ils ont tort, dit l'homme doucement. Elle le fixa à travers les rideaux de pluie. Il ne scia pas. Il ne broncha pas. Je ne connais même pas votre nom, dit-elle, sa voix à peine plus forte que le vent. Je m'appelle Léo Dubois. Et quoi? Vous pensez que dire quelques mots gentils va me sauver? Non, dit Léo. Mais peut-être que tendre la main vous empêchera de tomber. Pendant une seconde suspendue et fragile, le monde fut silencieux, à l'exception de la pluie. Puis le pied d'Emma glissa. Emma. Léo se jeta en avant juste à temps. Sa main agrippa fermement son poignet, la tirant du bord avec toute la force qu'il avait. Elle trébucha dans ses bras, le souffle court, les yeux écarquillés par le choc. Ses genoux cédèrent et ils s'effondrèrent tous les deux sur le béton mouillé, son corps secoué de tremblements incontrôlables tandis que des sanglots lui déchiraient la poitrine. « Je te tiens » murmura Léo, la serrant sans hésitation. « Tu n'es plus seule. » Emma enfouit son visage dans son épaule. La tempête faisant rage autour d'eux. Mais quelque chose en elle, quelque chose de petit, de fragile et de douloureux, avait changé. Le rebord derrière elle était toujours là. La pluie, la ville, la honte aussi. Mais il était là aussi. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, quelqu'un avait tendu la main et l'avait ramené en arrière. C'était un acte qui allait bien au-delà de la simple gentillesse d'un étranger. C'était une encre jetée dans un océan de désespoir, un point de lumière dans une obscurité qui menaçait de tout consumeur. Pour Léo, ce n'était pas un choix héroïque, mais une nécessité viscérale. En voyant le reflet de sa propre douleur passer dans les yeux d'Emma, il ne pouvait pas se détourner. La laisser tomber aurait été comme abandonner une partie de lui-même qu'il avait mis des années à reconstruire. Il la tenait donc, non pas comme un sauveur, mais comme un survivant tenant un autre survivant, le bruit de la pluie se mêlant au son de ses sanglots, un requiem pour la vie qu'elle pensait avoir perdue et un prélude fragile à celle qu'elle venait peut-être de commencer. La ville en dessous continuait de vivre, inconsciente du drame qui se jouait à des centaines de mètres au-dessus de ses rues animées. Pour le monde, ce n'était qu'une autre nuit de pluie. Mais sur ce toit, pour ces deux âmes trempées, c'était la nuit où tout a basculé, où une fin est devenue, contre toute attente, un commencement. La prise de Léo était ferme,
Une promesse silencieuse qui ne la laisserait pas partir, ni physiquement ni métaphoriquement. Quelques mois plus tôt, la vie d'Emma Moreau semblait parfaite, du moins de l'extérieur. Elle était la fille en or de l'Empire Moreau, héritière de l'une des familles les plus puissantes du pays, basée à Lyon. Avec ses 12 boucles blondes, son sourire radieux et une vie enveloppée de privilèges, Emma avait tout ce que la plupart des gens ne voient que dans les magazines. Le luxe, le statut et l'accès à un monde que peu de gens pourraient jamais toucher. Elle vivait dans un immense appartement surplombant le parc de la Tête d'Or, ses journées rythmées par des cours à l'école de commerce, des déjeuners dans des restaurants étoilés et des soirées de gala où son nom était toujours sur la liste des invités de marque. Mais au fond d'elle, elle aspirait à quelque chose que rien de tout cela ne pouvait lui donner. L'amour. Le véritable amour. Celui qui vous fait sentir vu, choisi, non pas pour votre nom, mais pour qui vous êtes. Alors, quand Lucas Garnier est entré dans sa vie, tout en charme et en charisme, cela a semblé être le début d'un conte de fées. Il était beau, confiant, et semblait la voir non pas comme Emma Moreau, mais simplement comme Emma. Il disait toutes les bonnes choses, la faisait rire, la faisait se sentir vivante, et elle voulait tellement le croire. Ils se sont rencontrés lors d'un gala de charité. Il était l'invité d'un invité, quelqu'un d'extérieur à son monde, ce qui ne le rendait que plus séduisant. Lucas n'était pas riche, mais il jouait bien son rôle. Vêtements de marque, voitures de luxe, la plupart empruntées ou louées, et il connaissait toujours quelqu'un qui pouvait lui ouvrir les portes. Au début, ses amis ne faisaient que murmurer. Il était un peu brut de décoffrage, disait-elle. Mais Emma n'en tint pas compte. Son cœur avait besoin de croire qu'il était réel. Il l'emmenait dans des bistrots cachés des pentes de la Croix-Rousse, loin des établissements huppés que sa famille fréquentait, lui faisait découvrir des groupes de musique indépendants dans des petites salles de concert, et lui parlait de rêves de voyage et d'aventure qui semblaient si éloignés de son existence dorée et planifiée. Il était une bouffée d'air frais, une évasion. Mais Lucas n'était pas un conte de fées. C'était un manipulateur habile. Il a vu sa solitude, sa soif de connexion, et l'a utilisée. Et au moment où Emma a réalisé à quel point elle était tombée, il était trop tard. Elle était enceinte. Quand elle le lui a annoncé nerveusement, les mains tremblantes, assise en face de lui dans un café tranquille à l'écart de la ville, il n'a même pas scié. « Ce n'est pas le mien », dit-il en sirotant son café. « Débrouille-toi. » Emma le fixa, abasourdie. « Qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix se brisa. « Tu sais que c'est le tien. » « Nous. » Mais il se leva, jeta quelques billets sur la table et offrit un sourire cruel. « Bonne chance, princesse. » Puis il sortit. Elle resta assise, figée, pendant près d'une heure. Le monde bougeait autour d'elle dans un flou, un bourdonnement sur l'oppressant. Ses doigts se posèrent sur son ventre encore plat alors que le poids de l'abandon commençait à s'installer. Le café qu'elle n'avait pas touché était devenu froid, tout comme le sentiment de sécurité qu'elle avait autrefois ressenti avec lui. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque promesse murmurée, s'était évaporé, la laissant avec la dure et froide réalité de sa situation. Elle était seule. Le pire était encore à venir. Lorsque ses parents l'ont appris, il n'y a eu aucune inquiétude, seulement de la rage. Son père, Richard Moreau, un homme qui avait bâti des empires et brisé des rivaux d'une seule phrase, regarda sa fille comme si elle était de la saleté sur ses chaussures. « Tu as sali notre nom, dit-il, la voix glaciale. Tu as déshonoré cette famille. » Il ne lui a jamais demandé comment elle allait, ni parlé du bébé. Il a simplement insisté pour qu'elle disparaisse de la scène publique jusqu'à ce que la situation puisse être gérée. Sa mère, Hélène, restait silencieuse, observant de loin. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Peut-être du regret, peut-être de la peur, mais pas de l'amour, pas du réconfort. Elle était une statue de marbre dans leur foyer opulent, aussi froide et distante que le reste de la maison. Emma avait espéré un mot, un geste, une main tendue, mais il n'y eut rien. Le silence de sa mère était peut-être encore plus assourdissant que la colère de son père. À son école de commerce, la rumeur se répandit rapidement. Le ventre grandissant d'Emma devint le sujet de chuchotements cruels. Les filles qui riaient autrefois avec elle ricanaient maintenant dans son dos. Leur regard disait tout. Abîmée, imprudente, stupide. Elle cessa de sortir, cessa de répondre aux appels. La maison qui lui avait autrefois semblé être un palais se refermait maintenant sur elle comme une cage. Ses amis, ceux qui avaient profité de sa générosité et de son statut, s'étaient évaporés, ne voulant pas être associés au scandale. Chaque jour était un rappel de son isolement, un écho de l'échec que son père lui avait si clairement signifié. Elle passait ses journées dans sa chambre, les rideaux tirés, le monde extérieur réduit à un murmure étouffé. Et puis une nuit, le ciel s'ouvrit sous la pluie. Emma se tenait dans sa chambre, une valise bouclée. Elle l'avait fixée pendant des heures avant de la fermer.
Son père était en voyage d'affaires à Zurich. Sa mère s'était enfermée dans son aile de la maison. Personne ne demanda où elle allait. Elle descendit le grand escalier en silence, ses talons résonnant sur le marbre froid. En arrivant à la porte, elle sentit une présence. En se retournant, elle vit sa mère dans l'ombre du foyer, les bras croisés, silencieuse. Leurs regards se croisèrent. Rien ne fut dit. Pas un mot d'adieu, pas une question. Juste un regard vide qui confirmait tout ce qu'Emma ressentait déjà. Elle n'avait plus sa place ici. Emma ouvrit la porte. La pluie tombait à verse alors qu'elle sortait, serrant sa valise d'une main, l'autre reposant protectricement sur son ventre. Son manteau blanc fut trempé en quelques minutes, mais elle s'en fichait. Le froid lui piquait la peau, mais son cœur était encore plus froid. Elle n'avait pas de plan, pas de destination. Seulement une pensée qui résonnait à chacun de ses pas. Peut-être qu'ils seraient tous mieux sans moi. Et c'est ainsi qu'Emma Moreau, la jeune fille qui avait autrefois le monde à ses pieds, marcha seule dans la tempête, vers une tour, vers le bord, vers une décision qui aurait pu tout finir, si ce n'était pour une voix qui allait bientôt l'appeler dans le noir. Ne saute pas, la pluie s'était arrêtée au moment où Léo et Emma arrivèrent à son appartement. Le silence dans la voiture sur le chemin était lourd, mais Léo ne la poussa pas à parler. Il conduisait simplement, les mains fermes sur le volant, les yeux concentrés sur la route, comme s'il la guidait à travers une tempête qu'elle n'avait pas encore tout à fait quittée. Son appartement n'était pas dans les quartiers chics de Lyon, mais dans un arrondissement plus modeste, un lieu où la vie semblait plus réelle, moins polissée. Quand ils entrèrent dans le petit 2 pièces, il lui tendit une serviette et un sweat à capuche sec, gris uni, usé mais propre. Elle se changea dans la salle de bain pendant qu'il faisait chauffer de l'eau sur la cuisinière. Pas de machine à expresso sophistiquée, pas de plan de travail en marbre, juste des tasses ébréchées, une lumière vacillante au-dessus de l'évier et le bourdonnement silencieux de quelque chose qui semblait sûr. Emma sortit lentement de la salle de bain, le sweat à capuche surdimensionné dissimulant sa silhouette, ses cheveux humides brossés en arrière. Elle regarda autour de la pièce, surprise par sa simplicité. Un canapé usé, des livres empilés en piles inégales sur le sol, un seul cadre photo retourné sur l'étagère. Chaque objet semblait avoir une histoire, une raison d'être là, contrairement au mobilier impersonnel et ostentatoire de la maison de ses parents. Léo lui tendit une tasse. « De la camomille », dit-il. Pas exactement du grand luxe, mais c'est chaud. Emma l'accepta à 2 mains. Ses doigts tremblaient encore. « Tu n'as pas besoin de parler maintenant, » dit Léo doucement. « Mais tu es en sécurité ici. » Elle le regarda un long moment, ne sachant pas quoi dire. Pas sûre de le croire, mais elle hocha la tête. Ils restèrent assis en silence, la tasse chaude dans ses paumes, l'horloge faisant un léger tic-tac sur le mur. Dehors, la ville pulsait de vie, mais à l'intérieur, la pièce semblait être une pause, un espace calme entre les tempêtes. C'était le premier moment de paix qu'Emma avait ressenti depuis des mois, un répit inattendu dans le chaos qui était devenu sa vie. Elle ne savait rien de cet homme, Léo Dubois, mais son calme était contagieux, sa présence une encre silencieuse dans son propre tourbillon. Léo Dubois avait autrefois vécu dans un monde très différent. Il n'avait pas toujours été l'homme aux meubles de seconde main et à la voiture d'occasion. Quelques années plus tôt, son nom était apparu dans des magazines économiques et technologiques. PDG de Nexora, une start-up technologique qui avait explosé en valeur en 18 mois. Les investisseurs l'appelaient un visionnaire. Les journalistes l'appelaient le prochain Xavier Niel. Ses parents, des gens simples d'une petite ville de province, le regardaient enfin avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Il avait tout construit à partir de rien avec son meilleur ami depuis l'université, Marc Lamy. Ensemble, ils y avaient tout mis. Les nuits blanches, les anniversaires manqués, les dîners de nouilles instantanées et les tableaux blancs remplis de croquis d'un avenir qu'ils étaient déterminés à créer. Nexora était leur bébé, une plateforme innovante qui utilisait l'IA pour optimiser la logistique des chaînes d'approvisionnement. C'était brillant, révolutionnaire, et cela les avait propulsés au sommet. Et puis c'est arrivé. La trahison. Marc avait vendu les parts de Léo dans son dos lors d'un accord discret avec l'un de leurs concurrents. Au moment où Léo s'en est rendu compte, des échappatoires juridiques avaient déjà été resserrés autour de son nom. Le conseil d'administration l'a évincé. Les investisseurs sont devenus froids. Du jour au lendemain, il est passé du statut d'étoile montante à celui d'une histoire édifiante. La chute fut rapide et brutale. Il a perdu l'entreprise, sa maison, son cercle d'amis. La presse s'en est donnée à cœur joie. Léo Dubois, l'enfant prodige qui s'est brûlé les ailes. Il se souvenait encore d'un titre qui le hantait le plus, « Quand la loyauté n'est pas mutuelle ». Il a disparu après ça, a emballé le peu de dignité qui lui restait et a déménagé dans un quartier plus calme de la ville, loin des conférences technologiques et des réunions d'actionnaires. Il a accepté des missions de conseil ici et là. Rien de permanent,
rien qui ne le lie de trop près à qui que ce soit. Il avait appris à ses dépens que la confiance était une monnaie plus précieuse que n'importe quelle action en bourse. Le pire n'était pas l'argent. C'était le silence. Le silence qui s'installe lorsque le téléphone cesse de sonner, lorsque personne ne prend de nouvelles, lorsque le monde continue simplement sans vous. Mais avec le temps, Léo a appris à vivre sans le bruit. Il lisait davantage, cuisinait pour lui-même, faisait de longues promenades le long des quais de Saône, s'asseyait seul sans se sentir vide. Il avait reconstruit quelque chose. Peut-être pas le succès, mais la stabilité, le calme, la force, la perspective. Et maintenant, assis en face d'une jeune femme qui semblait se noyer dans un chagrin qu'il connaissait trop bien, Léo sentit quelque chose changer à nouveau, quelque chose de familier. Il ne lui a pas demandé de détails. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux racontaient une histoire qu'il avait vécue sous une autre forme. Il savait ce que c'était que de tomber. Et maintenant, peut-être, juste peut-être, il pouvait aider quelqu'un d'autre à se relever. En la regardant, si jeune et si brisée, il ne voyait pas une héritière déchue, mais une âme au bord du gouffre, tout comme il avait été. Aider Emma n'était pas de la pitié. C'était un acte de reconnaissance, un moyen de donner un sens à sa propre survie. Les premiers jours furent calmes. Emma resta, non pas parce que Léo le lui avait demandé ou parce qu'elle n'avait nulle part où aller, bien que ce soit le cas. Elle resta parce que pour la première fois depuis des mois, personne n'exigeait rien d'elle. Pas d'attente, pas de jugement, juste de l'espace et de l'immobilité. Le matin, elle commença à aider dans l'appartement, presque instinctivement. Elle balayait le sol pendant que Léo tapait sur son ordinateur portable, faisait la vaisselle après le dîner. Ce n'était pas par obligation ou par culpabilité. C'était simplement quelque chose à faire, quelque chose qui lui donnait le sentiment d'être utile. Ces petites tâches quotidiennes la ramenaient au présent, l'éloignant des souvenirs douloureux et des angoisses futures. Léo le remarqua, mais ne dit jamais un mot. Au lieu de cela, il répondit de manière discrète. Un matin, elle ouvrit la porte de sa chambre d'amis et trouva quelque chose appuyé doucement contre le cadre, un livre de poche usé intitulé « Élever un enfant seul ». Il n'y avait pas de mots, pas d'explication, juste le livre. Elle le fixa un long moment avant de le prendre. C'était un geste si simple, mais si profond. Il ne lui disait pas quoi faire, il lui donnait simplement une ressource, reconnaissant sa situation sans la juger. Ce même jour, elle trouva une tartine de confiture de fraises et un verre de lait à côté de son verre d'eau. Elle avait mentionné une fois en passant que c'était la seule chose qu'elle arrivait à manger quand elle était enfant et malade. Léo s'en était souvenu. C'était une si petite chose, mais cela signifiait tout. Plus tard dans la semaine, elle remarqua qu'il avait commencé à faire de plus longues promenades à travers la ville pour se rendre à la seule boulangerie qui vendait encore le type spécifique de petit pain au levain qu'elle pouvait manger lorsque ses nausées étaient fortes. Il ne disait jamais rien, ne demandait jamais de compliments. Il posait simplement le sac sur le comptoir comme si de rien n'était. Ce n'était pas rien. C'était une forme de soin silencieux, une attention aux détails qui lui avait manqué toute sa vie. Leur conversation restait légère. Les livres, la musique, les voisins étranges d'en face, rien de lourd. Mais sous la surface, il y avait une compréhension tacite. Léo ne lui a jamais demandé ce qui s'était passé. Emma n'a jamais posé de questions sur le cadre photo sur son étagère, toujours retourné, mais ils se voyaient, non pas comme le monde les voyait, non pas comme un scandale ou un échec ou une honte, mais comme deux personnes qui avaient perdu quelque chose et qui apprenaient à vivre dans l'après. Cette absence de questions était un cadeau. Cela lui permettait d'exister sans avoir à se justifier, à se défendre ou à revivre son traumatisme. C'était un espace où elle pouvait simplement être. Puis une nuit, le silence se brisa. Emma était allée se coucher tôt. La pluie murmurait contre les fenêtres, un son qui la ramenait à cette nuit terrible sur le toit. Elle était allongée, recroquevillée sur le matelas, les mains sur son ventre, les yeux grands ouverts. Le calme de l'appartement ne faisait qu'amplifier le tumulte à l'intérieur d'elle. Les visages de ses parents, le sourire cruel de Lucas, les chuchotements de ses anciens amis tourbillonnaient dans son esprit. Et quelque chose en elle se fissura. Un sanglot s'échappa, brut, soudain, venu de quelque part au plus profond d'elle. Elle essaya de l'étouffer, de le ravaler, mais c'était trop tard. La digue avait cédé. Léo l'entendit. Il se tenait devant sa porte, écoutant. L'appartement était silencieux, à l'exception du son de ses pleurs étouffés. Il n'a pas frappé, n'a pas ouvert la porte. Il savait que l'intrusion, même bienveillante, serait une violation de l'espace fragile qu'elle habitait. Au lieu de cela, il s'assit lentement, le dos contre le mur, créant une barrière silencieuse entre elle et le reste du monde. Pendant un long moment, il ne dit rien, respirant simplement au rythme de ses sanglots. Puis, doucement, comme si seul l'espace entre eux avait besoin d'entendre, il parla à travers la porte.
Je ne te réparerai pas, dit-il. Je ne peux pas. Mais je serai là jusqu'à ce que tu puisses te réparer toi-même. À l'intérieur de la chambre, Emma se figea. Les larmes coulaient toujours sur ses joues, mais les tremblements s'arrêtèrent. Sa respiration ralentit. L'obscurité autour d'elle semblait moins bruyante, moins seule. Ces mots n'étaient pas des promesses vides ou des platitudes réconfortantes. C'était une reconnaissance de sa force, une affirmation qu'elle possédait en elle la capacité de guérir. Il ne se positionnait pas en sauveur, mais en gardien, quelqu'un qui veillerait pendant qu'elle menait ses propres batailles. Elle pressa son front contre l'oreiller, les yeux fermés. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ces mots l'avaient déjà enveloppée. Pas chaud d'espoir peut-être, mais stable de présence. Une promesse tranquille, un rappel que parfois, la chose la plus guérisseuse n'est pas d'être sauvé, mais simplement de ne pas être laissé pour compte. De l'autre côté, dans le couloir, Léo ferma les yeux. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais il savait ce que signifiait être brisé. Et il savait profondément, sans faillir, que personne ne devrait jamais avoir à être brisé seul. Il resta assis là pendant des heures, un gardien silencieux devant sa porte, jusqu'à ce que les sanglots se taisent et que la respiration de la jeune femme à l'intérieur devienne le sommeil calme et régulier de quelqu'un qui, pour la première fois, se sentait vraiment en sécurité. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux de l'appartement, projetant une douce lueur sur le comptoir de la cuisine. Où Emma était assise, son ordinateur portable ouvert, les doigts planant au-dessus du clavier. Son visage était plus calme maintenant, ses yeux plus clairs. L'épuisement était toujours là, niché dans les coins, mais quelque chose avait changé. La nuit de larmes avait été une catharsis, un nettoyage nécessaire. Elle se reconstruisait, non pas en effaçant le passé, mais en construisant par-dessus. Emma s'était inscrite à un cours de gestion d'entreprise en ligne une semaine plus tôt. Elle l'avait fait discrètement, tard un soir, après que Léo soit allé se coucher, en utilisant un ordinateur portable emprunté et le Wi-Fi gratuit de la bibliothèque municipale. Ce n'était pas une décision spectaculaire. Pas de tonnerre, pas de grande musique en fond sonore. Juste un choix lent et constant, un pas vers le fait de devenir plus que son passé brisé. Elle voulait des outils, des compétences, quelque chose qui lui appartiendrait entièrement et que personne ne pourrait lui enlever. Personne dans le cours ne savait qu'elle était Emma Moreau, héritière de l'une des plus grandes entreprises familiales du pays, et elle préférait que ce soit ainsi. Parmi des inconnus, elle n'était qu'Emma, une jeune femme désireuse d'apprendre, avide de quelque chose de plus que la survie. Elle a postulé à des emplois à distance dans de petites start-up sous un nom différent, protégeant son identité. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait un but. Son premier entretien s'est terriblement mal passé. Sa voix avait tremblé. Sa connexion Internet avait été coupée à mi-parcours. Elle était sortie de la chambre, le visage défait, prête à abandonner. Mais Léo l'attendait, tenant 2 tasses de chocolat chaud. Les premiers entretiens sont toujours nuls, dit-il simplement. On réessaie? Et elle l'a fait. Il l'a aidé à peaufiner ses emails, lui a montré comment supprimer le ton excessivement apologétique qu'elle ne réalisait même pas qu'elle utilisait. Ils ont répété les questions d'entretien ensemble dans le salon, son ventre s'arrondissant régulièrement sous son sweat à capuche, ses notes griffonnées sur des post-it partout sur la table basse. Il était patient, constructif, la traitant comme une égale, une professionnelle en devenir. Un soir, elle a avoué « J'ai l'impression de repartir de zéro ». Léo a simplement hoché la tête. C'est exactement là que j'ai commencé aussi. Zéro, ce n'est pas la fin. C'est juste un début différent. Ces mots lui ont donné la permission de ne pas être parfaite, de faire des erreurs, de grandir. Et lentement, les portes ont commencé à s'ouvrir. Emma a décroché un poste en freelance dans une petite mais prometteuse start-up de technologie de la santé, gérant les plannings virtuels et la correspondance avec les investisseurs. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était quelque chose qu'elle avait gagné. Chaque email qu'elle envoyait, chaque feuille de calcul qu'elle construisait, lui rappelait qu'elle était en dehors des chuchotements, en dehors du scandale. Chaque euro gagné était une affirmation de sa propre valeur. Elle était compétente, intelligente, capable. Le nom Moreau ne lui avait donné que des privilèges. Ce travail lui donnait de la fierté. Chaque soir avant de se coucher, elle ouvrait un carnet en cuir usé et écrivait « Cher bébé, aujourd'hui, j'ai envoyé 3 propositions et j'ai fait 2 erreurs, mais je les ai corrigées. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri en appuyant sur envoyer. Je ne sais pas qui je deviens, mais je l'aime mieux que la fille qui attendait que les autres la sauvent. Tu m'as sauvé de la disparition. Je veux que tu le saches un jour. » Son écriture était brute et honnête. Parfois, elle divaguait. Parfois, c'était juste une liste de choses qui la faisaient se sentir à nouveau humaine. Les muffins à la banane, les pulls doux, l'humour sec de Léo.
La façon dont son corps changeait à mesure que le bébé grandissait. Chaque mouvement, chaque coup de pied était un rappel tangible de la vie qu'elle portait, un miracle silencieux qui la maintenait ancrée. Elle avait encore de mauvais jours. Des jours où le passé venait frapper à la porte. Des jours où elle voulait se recroqueviller et oublier le monde. Mais ces jours ne l'engloutissaient plus entièrement. Léo semblait toujours savoir quand ils arrivaient. Il ne posait pas de questions, mais il préparait son thé préféré, mettait un film comique ou suggérait simplement une promenade silencieuse. Sa présence était un baume, un rappel constant qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Un matin, Léo la trouva endormie à la table de la cuisine, la joue pressée contre une pile de diapositives imprimées. Un stylo était encore dans sa main, ses notes griffonnées à l'encre violette vive. Il prépara le petit déjeuner en silence, faisant attention à ne pas la réveiller. Quand elle s'agita, il lui versa un verre de jus d'orange et fit glisser un post-it sur la table. « Tes idées ont plus de sens que la plupart des conseils d'administration auxquels j'ai assisté. » Elle rit doucement, berçant son ventre en le lisant. Un compliment de sa part, venant d'un ancien PDG, valait plus que tous les éloges superficiels qu'elle avait jamais reçus. Emma Moreau, la jeune fille autrefois promise à la ruine, ne survivait plus seulement. Elle apprenait. Elle travaillait. Elle grandissait. Non pas pour devenir la version d'elle-même que le monde attendait autrefois, mais pour devenir quelqu'un de plus fort, de plus doux, de plus vif. Quelqu'un qui, malgré tout, avait choisi de revenir du bord, et l'avait fait non pas avec un rugissement, mais avec une flamme silencieuse et constante qui refusait de s'éteindre. Cette flamme était alimentée par un travail acharné, par l'amour maternel et par la gentillesse inattendue d'un homme qui comprenait la valeur d'une seconde chance. La salle de bal était inondée d'une douce lumière ambrée, de verres qui teintent et du bourdonnement discret des conversations d'affaires. Des hommes en costume sur mesure se rassemblaient près de la scène centrale, échangeant des cartes de visite et des poignées de main, tandis que des femmes en robes élégantes flottaient de groupe en groupe, leur rire ressemblant à du verre sur des sols en marbre. C'était une conférence sur l'innovation dans les technologies de la santé, un événement de réseautage où Léo Dubois avait été invité à la dernière minute en tant que consultant invité pour une start-up qu'il avait aidé à guider depuis l'ombre. Il se tenait près du fond, les mains dans les poches, sirotant de l'eau. Il n'avait jamais aimé ces salles, trop bruyantes d'ego, trop silencieuses de sincérité. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Une tension palpable flottait dans l'air, un courant sous-jacent qui le mettait mal à l'aise. Et puis il le vit. Richard Moreau, impeccablement vêtu, la posture sévère, le genre de présence qui n'a pas besoin de parler pour commander une pièce. Un lion parmi les hommes. Mais Léo reconnut autre chose dans ses yeux. Du mécontentement, de l'épuisement, peut-être, ou simplement le poids d'un nom trop lourd à porter avec grâce. Il semblait plus âgé, plus fatigué que Léo ne l'avait imaginé. Leurs regards se croisèrent. Le front de Richard se plissa comme s'il cherchait dans sa mémoire. Puis la reconnaissance le frappa. Il se détacha de sa conversation et s'approcha de Léo comme une tempête sur des chaussures vernies. « Vous, » dit froidement Richard. « Je pensais bien que je finirais par vous voir. » Léo ne dit rien. Il resta immobile, son expression illisible. La voix de Richard tomba à un quasi-grognement. « Vous pensez que vous pouvez simplement vous ingérer dans les affaires de ma famille? Jouer les sauveurs pour une fille qui a fait une erreur qu'elle est trop jeune pour comprendre ?» Léo pencha légèrement la tête, son ton calme, presque détaché. « C'est comme ça que vous appelez ça? Une erreur? Elle a 22 ans. Elle avait tout. Un avenir, une réputation, un héritage à porter. Et maintenant, Richard secoua la tête. Comme si les mots le dégoûtaient. Maintenant, elle se cache comme une honte. La voix de Léo ne s'éleva pas. Elle ne vacilla pas. « Je ne me suis pas ingéré, » dit-il, chaque mot pesé. « Je l'ai empêché de sauter d'un toit. » Richard cligna des yeux, une fissure apparaissant dans sa façade de contrôle. « Pardon ?» dit-il, pris au dépourvu. Léo le regarda dans les yeux, son regard stable et inébranlable. « Je suis l'homme qui n'a pas laissé votre fille mourir. » Le silence qui suivit fut immédiat et tranchant, comme si toute la salle s'était figée derrière les murs insonorisés de leur conversation. La bouche de Richard s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son assurance s'était évaporée, remplacée par une expression de choc brut. Et puis, père, la voix traversa la tension comme une cloche. Les deux hommes se tournèrent pour voir Emma debout, à quelques mètres de là. Sa robe était simple et élégante, de couleur bleu nuit, ses cheveux relevés, et son ventre était visible maintenant, sans aucune excuse. Ses mains reposaient en dessous, comme pour dire « Ceci est à moi. Je n'ai pas honte. » Elle s'avança vers eux avec la force tranquille de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Elle n'était pas venue pour se cacher ou pour demander pardon. Elle était venue pour se réapproprier son histoire.
L'expression de Richard se durcit. Emma. Mais elle leva la main, un geste simple mais impérieux. Non, dit-elle fermement. Sa voix ne tremblait pas. Tu n'as pas le droit de parler en premier. Elle regarda son père, le regarda vraiment pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Elle ne voyait plus la figure omnipotente de son enfance, mais un homme, faillible et effrayé. Tu m'as dit que j'avais apporté la honte à la famille, que j'avais détruit tout ce que tu avais construit. Richard jeta un bref coup d'œil aux personnes à proximité, conscient que les regards commençaient à se tourner vers eux. La voix d'Emma s'adoucit, mais chaque mot atterrit comme une pierre. Mais tu avais tort, papa. Je n'ai rien détruit. J'ai survécu à quelque chose que tu ne comprendras jamais. J'ai porté la vie quand je me sentais morte à l'intérieur. J'ai trouvé de la force dans les décombres de la vie que tu avais planifiée pour moi. Et ce bébé, elle posa une main sur son ventre, son regard s'adoucissant. Il m'a sauvé. Il m'a donné une raison de continuer à respirer quand tout ce que je voulais, c'était arrêter. Léo se tenait silencieusement à ses côtés, non pas comme un bouclier, mais comme un témoin. C'était son combat, sa victoire. Emma regarda autour d'elle, dans la salle, les gens qui avaient autrefois chuchoté son nom avec mépris, puis de nouveau son père. « Je ne suis pas ici pour demander ton approbation, » dit-elle. « Je suis ici pour te dire que je ne suis pas ta honte. Je suis ta fille, et je suis plus forte maintenant que je ne l'ai jamais été. » Richard ne dit rien. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme puissant semblait petit. Son silence s'étira, rempli de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Et ce silence, c'était le son d'un mur qui se fissurait enfin. Emma se tourna pour partir, Léo à ses côtés, et personne n'osa dire un mot. En quittant la salle, elle ne se sentait pas triomphante, mais libérée. Elle n'avait pas gagné une bataille contre son père. Elle avait gagné la guerre contre la version d'elle-même qui croyait qu'elle ne valait rien. Le message est arrivé discrètement. Pas d'excuses, pas de grands gestes. Juste un email formel du conseil d'administration de Moreau Corp, signé par Richard Moreau, offrant à Emma un poste probatoire de 6 mois dans l'un des départements les moins prestigieux de l'entreprise, les initiatives de développement communautaire. C'était clairement un test, une façon pour son père de la garder à l'œil tout en sauvant les apparences, mais c'était aussi une porte entr'ouverte. Une chance, aussi mince soit-elle, de prouver sa valeur selon ses propres termes. Emma fixa l'écran. Pendant un long moment avant de se tourner vers Léo. Il était assis à la table de la cuisine, en train de monter une chaise haute pour le bébé à naître. « Penses-tu que je devrais accepter ?» Il la regarda, une douceur dans les yeux, posant son tournevis. « Seulement si tu es prête à leur montrer qui tu es vraiment. Pas l'héritière, pas la fille déchue, mais la femme que tu es devenue. » Elle l'était. Le bureau était différent de ce dont elle se souvenait. Fini les salles de conseil et les vues panoramiques sur la ville. Cet espace était niché dans la division de sensibilisation du public de l'entreprise, modeste et négligée, située dans un bâtiment annexe loin du siège social scintillant. Les meubles étaient fonctionnels, l'éclairage fluorescent, et l'air sentait le café tiède et le papier. Mais pour Emma, c'était exactement là où elle devait être. Loin de l'ombre de son père, elle pouvait construire quelque chose de nouveau. Elle a commencé petit, examinant des propositions, analysant des subventions. La plupart de ses collègues la traitaient avec une politesse distante, ne sachant pas comment se comporter avec la fille du patron qui travaillait soudainement parmi eux. Mais son esprit, aiguisé par des mois de reconstruction, voyait plus loin. Elle a remarqué des schémas, des lacunes, des occasions manquées dans les programmes de l'entreprise. L'aide était dispersée, impersonnelle, et ne répondait pas aux besoins les plus fondamentaux des communautés qu'elle était censée servir. Et une idée a commencé à germer. Elle passait ses soirées à faire des recherches, à lire des études sociologiques, à analyser des données. L'idée est devenue une esquisse, puis un plan. Une nuit, alors que leur bébé dormait dans le berceau à côté de leur lit, Léo l'a aidé à donner forme à l'idée. Elle lui a parlé de sa vision avec une passion qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tu ne te contentes pas de boucher des trous », a-t-il dit, en parcourant ses notes. « Tu reconstruis les fondations. Tu proposes d'une approche holistique. » Emma hocha la tête, ses yeux brillants d'excitation. « Je veux créer quelque chose pour les femmes comme moi. Des femmes qui ont été laissées pour compte, qui se sentent invisibles. Pas seulement une aide financière, mais un véritable soutien. Et ainsi, le refuge est né. Une plateforme numérique conçue pour soutenir les mères célibataires avec des ressources émotionnelles, des outils financiers, des connexions pour la garde d'enfants et du mentorat. C'était personnel, audacieux, et cela a rencontré de la résistance. Certains membres du conseil d'administration se sont moqués. Trop de niches, ont-ils dit lors d'une présentation préliminaire. Pas notre marque. Mais Richard n'a pas mis fin au projet. Il a observé en silence, intrigué malgré lui,
alors qu'Emma constituait son équipe, s'associait à des organisations de terrain et donnait vie à l'idée, ancrée dans des histoires réelles, des chiffres réels, une détermination inébranlable. Pendant ce temps, Léo était retourné discrètement à la technologie. Après avoir aidé plusieurs startups dans les coulisses, il a accepté un poste de conseiller stratégique dans une entreprise d'IA émergente. Ce n'était pas un poste de PDG, ce n'était pas prestigieux, mais cela avait du sens. Il travaillait sur des projets qui l'intéressaient, avec une équipe qu'il respectait, et il pouvait rentrer à la maison à une heure décente. Chaque soir, il rentrait à temps pour cuisiner ou bercer le bébé pendant qu'Emma travaillait tard dans la nuit, affinant les détails du refuge. Leur vie n'était plus une question de survie. Elle avait un élan, un rythme. Ils étaient une équipe, se soutenant mutuellement dans leurs ambitions respectives, trouvant un équilibre entre le travail, la famille et leurs relations naissantes. Leur petit appartement était souvent chaotique, rempli de diagrammes pour le refuge, de pièces de matériel pour bébé et de l'odeur de plats faits maison. Mais il était vivant, vibrant d'un but commun. Et puis vint le jour du lancement. L'événement a eu lieu dans un auditorium de taille moyenne dans le quartier de l'innovation de la ville, un lieu neutre, loin de l'opulence de Moro Corporation. Le public comprenait des cadres, des journalistes, des leaders communautaires et des dizaines de mères célibataires qu'Emma avait rencontrées en cours de route, leurs histoires ayant inspiré chaque aspect de la plateforme. L'atmosphère était électrique, un mélange d'anticipation et de scepticisme. Lorsque les lumières se sont tamisées et que le projecteur a éclairé le centre de la scène, Emma s'est avancée, son fils dans ses bras. Il n'était pas un accessoire, mais un rappel de la raison pour laquelle elle était là. La salle se tut. Elle prit une profonde inspiration, puis parla, sa voix claire et stable. Il n'y a pas si longtemps, commença-t-elle, je me tenais sur le toit d'un immeuble, convaincu que ma vie n'avait plus de valeur. Je croyais avoir échoué en tant que fille, en tant que femme, en tant que personne. Mais j'avais tort. Sa main reposa doucement sur son enfant, qui la regarda avec de grands yeux curieux. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que mère, en tant que leader, en tant que personne qui a été brisée mais pas vaincue, parce que l'amour, le véritable amour, m'a aidé à me relever. La salle retenait son souffle. Cette plateforme ne concerne pas la charité, poursuivit-elle, sa voix gagnant en force. Elle concerne la dignité. Il s'agit de donner aux femmes les outils pour reprendre leur vie en main. Pour leur rappeler que la maternité n'est pas la fin d'un rêve. C'est le début d'un nouveau. Depuis le premier rang, Léo regardait, les yeux pleins. Richard Moreau était assis quelques sièges plus loin, immobile, mais quelque chose dans son expression s'était adouci. Pas tout à fait de l'approbation, mais quelque chose de proche. Peut-être du respect. Emma se tenait droite. Elle n'était plus la jeune fille qui fuyait son nom. Elle l'avait reconquis, selon ses propres termes, le transformant d'un symbole de honte en un symbole d'espoir et de résilience. La présentation qui suivit fut impeccable, pleine de données, de témoignages et d'une vision claire. À la fin, l'auditorium éclata en applaudissements, non pas polis, mais sincères et retentissants. C'était le son de la validation, non seulement pour son projet, mais pour elle. 1 an plus tard, le monde avait une apparence différente. Pas plus bruyant, pas plus brillant, juste plus doux, plus réel. Emma, Léo et leur fils Noah vivaient dans une petite maison en bordure d'une banlieue tranquille où les voisins se saluaient et où le facteur connaissait votre nom. Cela ne ressemblait en rien au gratte-ciel ou au luxe dans lequel elle avait grandi, mais c'était chez elle. Des murs au ton chaud, l'odeur de cannelle ou de café dans la cuisine, des jouets éparpillés sur le sol, et des rires, de vrais rires sans effort, remplissaient leur journée. Le refuge était devenu un succès retentissant, dépassant toutes les projections et gagnant une reconnaissance nationale. Emma était devenue une voix respectée dans le domaine de l'innovation sociale, mais elle restait ancrée, se souvenant toujours d'où elle venait. Noah venait d'avoir 1 an, curieux et vif, ses petites mains cherchant toujours quelque chose de nouveau, ses éclats de rire contagieux. Emma surprenait souvent Léo, en train de le regarder avec une tendresse qu'il essayait de cacher sous son extérieur stoïque, mais elle la voyait à chaque fois, dans le pli de ses yeux ou la douceur de son sourire. Léo avait planté un potager dans le jardin. Non pas parce qu'il aimait jardiner, il ne l'avait jamais fait, mais parce qu'Emma avait mentionné un jour qu'elle avait rêvé de cultiver ses propres fraises. Maintenant, même la plus petite pousse la faisait sourire. C'était une métaphore de leur vie ensemble, planter de petites graines d'amour et les regarder grandir. Ils étaient heureux. Pas dans le sens formaté des réseaux sociaux, mais du genre tranquille. Le genre que l'on ressent dans les lentes heures dorées où tout s'emboîte parfaitement. Leur bonheur était fait de soirées passées à lire côte à côte sur le canapé, de longues promenades le week-end, et de la joie simple de regarder leur fils découvrir le monde. Un vendredi soir, alors que le soleil déclinait, Léo a demandé à Emma de faire une promenade. Noah était chez la voisine qui adorait le garder, et l'air portait le doux parfum de l'été se fondant dans l'automne. Au lieu du parc,
Léo la conduisit à travers la ville. Et puis elle vit où ils allaient. Le toit. Le même toit où tout avait commencé. L'immeuble avait changé, rénové, plus élégant, mais le souvenir demeurait, la balustrade, la pluie, sa voix. Il ouvrit la porte du toit et s'écarta. Emma sortit lentement, ses talons tapant doucement sur le béton. Le ciel brûlait d'or. La ville pulsait en dessous, mais ici, tout était calme. La vue qu'il avait autrefois terrifiée lui paraissait maintenant magnifique, pleine de promesses. Léo prit sa main. « Tu te tenais ici, prête à lâcher prise, » dit-il, sa voix douce. « Et je me tenais ici, ne sachant pas s'il me restait quelque chose à donner. » Elle hocha la tête, les yeux embués de larmes. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Puis il s'agenouilla. Emma eut le souffle coupé. De sa poche, il sortit une simple bague. Pas de diamant, pas d'éclat, juste un anneau gravé à l'intérieur avec un seul mot. Encore. Encore debout. Encore ici. Encore à nous. Emma Moreau, sa voix tremblant légèrement d'émotion, « Veux-tu m'épouser » Elle tomba à genoux aussi, riant et pleurant en l'enlaçant. « Oui » murmura-t-elle contre son cou. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Ils restèrent là, s'étreignant, alors que le ciel passait de l'or au violet, la ville en dessous devenant une constellation de lumière scintillante. C'était un cercle complet, un retour au point de départ, mais transformé. Le lieu de son plus grand désespoir était devenu le témoin de sa plus grande joie. Plus tard cette semaine-là, un dimanche matin tranquille, ils étaient tous les trois assis sur le sol du salon. Léo construisait une tour de cubes. Emma sirotait un thé dans un de ses vieux t-shirts. Noah se dandinait vers eux, instable mais déterminé, un petit explorateur dans le monde de son salon. Puis, sans crier gare, il leva les yeux, sourit, et prononça son premier mot, clair et distinct. « Papa ». Léo se figea. Le cube tomba de sa main. Emma le regarda, les yeux écarquillés, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Noah le répéta, plus fort cette fois, tendant ses petites mains vers lui. « Papa ». Et Léo craqua. Ses yeux se remplirent de larmes, des larmes qu'il avait retenues pendant des années. Il attira Noah dans ses bras, enfouissant son visage dans la petite épaule du garçon, secoué par une émotion pure et irrésistible. Emma regarda, la main sur la bouche, les larmes coulant silencieusement sur ses propres joues. À cet instant, chaque perte que Léo avait subie, son entreprise, son titre, son passé, s'est dissoute, remplacée par le poids solide et réel de cet enfant dans ses bras. Il n'était plus le PDG déchu ou le génie trahi. Il était papa. Il avait quelque chose de plus, quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait une famille. Il avait un foyer. C'était une forme de rédemption qu'il n'avait jamais cherchée, mais dont il avait désespérément besoin. Cet après-midi-là, ils marchèrent tous les trois main dans la main sous les feuilles dorées de l'automne. La brise bruissait dans les branches. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles en rubans chauds et scintillants. Noah gloussait, donnant des coups de pied dans les feuilles mortes, ravi par le son croustillant. Emma sourit à Léo, un sourire qui contenait des années de douleur et de guérison, de gratitude et d'amour. Il serra doucement sa main. Aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient déjà tout. Dit dans les silences, les gestes et les moments partagés. Leurs regards se croisèrent, et dans cette connexion silencieuse, ils virent leur histoire. Deux âmes brisées qui s'étaient trouvées au bord du gouffre et avaient reconstruit, non pas une vie parfaite, mais une vie réelle, pleine d'imperfections magnifiques. Parfois, une voix intérieure murmura dans l'esprit d'Emma, « Il faut une âme brisée pour en sauver une autre. » Et ce faisant, les deux sont rendues entières. Le chemin avait été long et semé d'embûches, mais ici, sous le ciel d'automne, avec la main de l'homme qu'elle aimait dans la sienne et le rire de leur fils remplissant l'air, elle savait, avec une certitude absolue, qu'elle était enfin rentrée à la maison. La douleur ne disparaissait jamais complètement. Elle laissait des cicatrices, mais ces cicatrices étaient maintenant le témoignage de sa force, des cartes de l'endroit où elle avait été et des épreuves qu'elle avait surmontées pour arriver ici, à ce moment de paix parfaite.